Eh bien, aujourd'hui, la chronique des heures chaudes de Montparnasse se poursuit, et elle se poursuit en mettant en relief, et presque en vedette, une des rues de Montparnasse, la rue de la Gaîté. Après le gros plan sur Apollinaire, après notre recherche sur le destin et la vie de Modigliani, effectivement, nous en arrivons à une des rues de Paris qui a beaucoup changé, où autrefois il y avait un des music halls les plus importants de Paris, Bobino. Bobino a été détruit, remplacé par quelques boutiques bizarres où des fantômes se promènent à la recherche du sexe et de l'amour. Mais c'est pas du tout de cela que nous voulons parler avec nos complices d'aujourd'hui, complices qui s'appellent Fernand Ledoux, Georges Hunier, le poète, Pierre Brasseur, Pierre Yegel, le regretté Pierre Yegel, Marianne Oswald, qui nous dira la chanson du pirate selon Bertolt Brecht, et beaucoup d'autres. Et enfin Damia que nous avions eu la grande chance d'aller visiter et tourner chez elle. Cette émission, elle est nostalgique? Non. Je dirais qu'elle est une tentative de faire comprendre à nous tous que la chanson, quand elle est bonne, est tout aussi importante qu'un tableau, qu'un poème. La chance est là, il faut être prêt à la gagner. Y a pas de regret, y a pas de remords, y a pas de passé. Y a pas de malchance et plus tant qu'on a la santé. Il faut foncer tout droit, sans s'occuper. Si par tous les bruits de Paris, ou bien d'ailleurs, où je passe ma vie à chanter, surtout en mineur, tous les souvenirs, bons, mauvais, qui vont et viennent, avec des sanglots qui dans la gorge crèvent et saignent. Oui, il faut ouvrir les yeux très fort, comme au ciné, sans se soucier d'être un grand ou bien un raté, et offrir son cœur à nu comme on offre une fleur dans tous les bruits de Paris ou bien d'ailleurs, dans tous les bruits de Paris ou bien d'ailleurs. Et ce qu'il y a eu, je crois, d'extraordinaire dans cette rue de la Gaîté, c'est que justement, c'est que tout le monde y venait. Les poètes, mais aussi les petits commerçants. Et Bobino a été probablement un des lieux de l'amitié de Montparnasse, un des lieux de rencontre, un de ces lieux qui font que Montparnasse est à nul autre pareil. Et maintenant, à Mouloudji, vont répondre en écho toutes les voix du passé. Et pour commencer, celle de Mayol. Le samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme un dessert: je te paie le café-concert. On va filer bras dessous, aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les cabots. Viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Esther Lequin, elle, chantait Le vieux farceur. Souviens-toi du long voyage auquel tu m'as cru forcer. Je préparais mon bagage, tu pleurais, je t'embrassais. Que les hommes sont canailles. 8 jours après, revenu, je n'avais vu que Versailles. Tu n'en as jamais rien su. Je n'avais vu que Versailles. Tu n'en as jamais rien su. La chanson patriotique. Il est brisé mon violon parce que j'ai l'âme française et que sans peur aux échos du ballon j'ai fait chanter
la Marseillaise. Cousine, cousine, t'es fraîche comme une sarde praline. Cousine, cousine, coquine de sort, quelle bonne mine. Tu as bien dormi dans le train? J'espère que tu avais un coin au moins. Cousine, cousine, embrasse ton cousin Germain, viens. Comme il faut quand même, de temps en temps, remettre les pendules à l'heure, et même les chansons, eh bien, j'ai demandé à la grande comédienne et chanteuse Hélène Delaveau de reprendre certains des succès de Bobino. Et elle se substituera pour nous à Yvette Guilbert, très loin dans le temps, du côté de Toulouse-Lautrec. Elle remplacera au pied levé aussi Yvonne Georges qui a tant aimé Desnos. Elle chantera notamment cette chanson inoubliable qui a fait le grand succès d'Yvonne Georges, Part, mais moi je la chanterai pas parce que je ne sais pas chanter. Et puis elle chantera également, mais peut-être je ne vous le dirai pas parce que ça c'est une surprise. Et à la même époque, à côté d'un Mayol, il y avait la grande chanteuse, la grande diseuse, Yvette Guilbert. Partie carrée entre les boudins et les boutons. Il y avait un nommé boudin, il y avait un nommé bouton, le pourvu d'une madame bouton et l'autre d'une madame boudin. Tous les dimanches, les boudins offraient le spectacle aux boutons, mais en revanche, les boutons payaient à souper au boudin. Le bottier de Monsieur Boudin bottait aussi Monsieur Bouton, le couturier de Madame Bouton couturait de même Madame Boudin. Comme position, Monsieur Boudin vendait des chapelets de boutons. Comme position, Monsieur Bouton vendait des chapelets de boudin. Naturellement, Monsieur Boudin faisait de l'œil à Madame Bouton. Naturellement, Monsieur Bouton faisait de l'œil à Madame Boudin. De sorte que Madame Boudin faisait avec Monsieur Bouton juste ce que Madame Bouton faisait avec Monsieur Boudin. Un beau matin, Monsieur Boudin dit: je vais être père, mon vieux Bouton. Ah, c'est des bâtons, répond Bouton. Je vais l'être aussi, mon vieux Boudin. C'est ainsi que Madame Bouton mit au monde un petit boudin. C'est ainsi que Madame Bouton mit au monde un petit boudin. Voilà. Ici, à Bobino, se sont succédés déjà plusieurs générations de spectateurs. Imaginons de les réunir. Et pour commencer, l'écrivain Patrick Valberg. Et alors nous nous retrouvions au promenoir de Bobino, avec des moyens très modestes, et nous assistions à des choses qui pour nous étaient extraordinairement fastueuses. Le déploiement des danseurs espagnols, des couples, des ballets, un peu ridicules quand on y repense, mais magnifiques pour nous en ce temps-là. Vous alliez à Bobino, Fernand Ledoux? Ah, beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, beaucoup, mais quand j'habitais Montparnasse, les jours où je ne jouais pas, j'allais à Bobino. Parce qu'à Bobino, il y a une atmosphère, n'est-ce pas? Ce qui est très grave au théâtre de nos jours, c'est qu'il est sérié par condition, comment dirais-je, par ici théâtre pour gens intelligents, ici théâtre pour gens de culture moyenne, ici théâtre pour gens idiots. Or, la grande santé du théâtre dans le temps, c'était de mêler tous ces gens-là et de leur donner un facteur commun. Si bien que l'intellectuel qui entendait rire le populaire était entraîné par ce rire. Il y avait un côté bon enfant au théâtre. Le théâtre était avant tout naïf, c'était un endroit physique un peu comme le sport. On allait au théâtre pour rire et pour pleurer. Et Joseph Kessel, est-ce que vous alliez aussi à Bobino, dans la rue de la Gaîté? Oui, c'était encore... c'est un vieux roman, personne ne s'en souvient, je pense, mais il y a eu un roman assez bien fait de René Benjamin pendant la guerre, qui s'appelait Gaspard, et qui peignait la rue de la Gaîté.
Et c'était encore cette espèce de grouillement, les petites voitures des marchands des 4 saisons. Et c'était beaucoup plus à pied qu'aujourd'hui. Naturellement, il y avait moins de voitures. Et nous allions très souvent à Bobino. Je me souviens particulièrement d'une soirée où nous étions au Poulailler, toujours pour les mêmes raisons, enfin parce que c'était moins cher. Et il y avait Éric Satie, il y avait Raymond Radiguet et Blaise Sandrard. Et pour applaudir Marie Dubas, il y avait aussi le poète Georges Hunier. Bon, vous savez, à cette époque-là, Bobino était un music-hall de quartier et qui était beaucoup plus amusant qu'aujourd'hui. Maintenant, des chanteurs chantent pendant 2 heures, ce qui doit être absolument insupportable, inaudible. Alors qu'à cette époque-là, il y avait le barman de la mort, il y avait, je ne sais pas pourquoi, des numéros de prestigitateurs, des numéros de fils de ferristes, des numéros d'acrobates, des numéros de chanteurs, il y avait Damia, il y avait... Qu'est-ce que ça représentait pour vous, Damia? Ah ben, nous aimions beaucoup Damia. Et il y avait quelqu'un que nous avions préféré avant, mais elle est morte tellement jeune, c'était Yvonne Georges. Donc aussi, les chansons de marins lui avait été plus ou moins dictée par Robert Desnos, qui était très bien avec elle. C'est là que j'ai connu les anciens chanteurs qui déjà arrivaient à un certain âge, comme Mayol, Perchicot. Puis c'est là surtout que nous avons eu l'occasion de connaître celui qui a été l'homme qui nous a fait le plus rire, peut-être, de notre vie, Georgius. Ici présent. Le voilà. Vous vous souvenez de ce disque? Lycée Papillon. Élève la millure. Vous êtes le premier en histoire de France. Et bien parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien, et vous aurez dit: Monsieur l'inspecteur, je n'aime tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, baptisé chinois, un phare à Rosebeau. C'est lui qui lança la mode des clips, et pour savourer sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez neuf. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. On lisait papa, on lisait papy, on lisait papillon. Alors quand j'ai débuté tout à fait à la fin du vieux Cafcons, avant le commencement du music-hall. Alors là, c'était encore bien plus drôle, parce qu'il y avait tous les vieux comiques, ça a disparu petit à petit, c'est toujours ça. Le vieux comique qui chantait avec Jean Dranem, quoi, avec des chapeaux cabossés, des souliers trop grands, des pantalons à carreaux, des vestons jaunes, des grandes vestes jaunes, ou alors du rouge sur le nez, comme Tramel, dont vous avez entendu certainement parler. Et un tas d'autres dans ce genre-là, Boucault, il y avait un petit veston, un complet, comme un serin, il était habillé comme un serin, et puis il chantait une chanson sur les escargots en se traînant le ventre par terre. Alors, c'était tout à fait, c'était vraiment typique, c'était le café-concert. Le café-concert, d'ailleurs, quand j'ai débuté à la Gaîté Montparnasse, le café-concert méritait son nom parce que la rue de la Gaîté, on servait des consommations encore. Les derniers temps, les premiers temps pour moi où j'ai chanté, c'était les derniers temps du café-concert, on donnait encore aux spectateurs, soit à son choix, une cerise à l'eau de vie, un café ou un boc. Il avait droit à ça. Et il y avait toujours des débutants. Le premier gagnait autant, il n'avait droit qu'à une chanson. N'est-ce pas? Le second avait droit à 2 chansons, et plus à plus on montait, et on arrivait à ce qu'on appelait, on ne disait pas les vedettes, à cette époque-là, ce mot n'existait pas, il était réservé aux bateaux, n'est-ce pas? On ne disait pas le mot vedette, mais il y avait les grands qui arrivaient. Partir, c'est courir un peu.
Nous laisserons sans peur la mer se démonter, nous nous amuserons ensuite à la remonter pour jouer au palais devant la Palestine et jouer au cochon devant la Cochinchine. Nous aurons des bérets pour la Bérésine et des habits en soie pour la vie d'Assoa. Nous mangerons du veau en vue de Maringo et nous réfléchirons quand on sera sur le beau partir sur une péniche, aussi le sandwich. Partir sur une péniche, c'est quelle époque ça, Jean-Jules? 36, 37. Comme le lycée Papillon. À peu près, oui. C'est l'époque de ça. C'est de la bagnole également. Vous vous souvenez des paroles de C'est de la bagnole? Oui, bien sûr. Rappelez-les-nous un peu. Les paroles du refrain, surtout, c'est pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon, mais je pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Dans ma petite voiture, on ne fait pas du sang, y a qu'un défaut, les roues se dévissent. Pour serrer les écrous, après chaque tournant, notez que ça fait de l'exercice. J'en perds une quelquefois, mais il en reste 3. Somme toute, il y a un tas de gens qui n'en ont pas autant pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Eh bien, mesdames et messieurs, voici comme tous les soirs la petite chanson express demandée. Hop, servez chaud. Vous n'avez rien à déclarer, vous madame, vous monsieur, vous n'avez rien à déclarer. Vous alliez quelquefois à Bobino à ce moment-là, vers les années 20? Ah oui, on faisait tout ça, les Bobino, les Pacras, et la rue de la Gaîté, qui était étonnante à cette époque-là. Damien, il chantait. Oui, bien sûr, toutes les grandes chanteuses réalistes, Damien, Turcy, tout ça. Ça, c'était le coin de Janson, Prévert, ça, ils aimaient beaucoup, la rue de la Gaîté. Paris, ma chérie, je frappe à tes portes, mes amours sont mortes, et comme un friment, je promène mes ossements. Paris, mon amour, tu me prends à la gorge, ça n'est plus de l'amour, c'est de l'habitude, mais vrai, ça m'égorge, et je vais me balader dans tes rues, ma vieille, je fais du sentiment, mon cœur bat de l'aile, oh, pardonne-moi. Reviens dans mes bras, danser le musette au bal de mon cœur, tout comme autrefois. Paris, mon moineau. Un Bobino, ça représente un peu le passé, étant donné que je suis venu pour la première fois en 1951. Et à qui on pense quand on se promène dans les coulisses ici? Dans les coulisses, oh, je sais pas, moi je pense à des tas de gens. J'ai vu Georgius, j'ai vu tous les plus grands noms du musical d'avant-guerre. J'ai vu Damien, ici j'ai vu toutes les grandes vedettes. C'est la rue de la joie, la rue où l'on est, la rue du plaisir. Malgré sa laideur, on y vient quand même pour se divertir. On y vient chercher l'ivresse, l'illusion d'une caresse. C'est la rue de la joie, la rue où l'on est, la rue du plaisir. Avec ce disque, Pierre Yegel, nous voici revenus en 1926. Exactement. À l'époque où les murs de la rue de la Joie, c'est-à-dire de la rue de la Gaîté, étaient tapissés par 2 affiches. Toutes les 2 signées d'ailleurs Paul Colin. L'une représentait Maryse, représentait Damia, et l'autre représentait Marguerite Jamois dans Maya. Maya, la prostituée type, et Damia, la figure de proue de la chanson, ce personnage extraordinaire, qui sur ces disques était nommée tragédienne lyrique, ce qui était vrai.
Alors comment ça réagissait à Damia, par exemple? Prenons le cas de Damia. Ah, très bien. Très bien. Parce que Damia, on l'appelait la tragédienne de la chanson. Damia entrait avec son grand fourreau, et elle avait des bras magnifiques, et elle avait des gestes vraiment d'une noblesse. Et quand elle chantait le goéland, ou la garde sur l'Isère, je ne peux plus dire les chansons, etc., c'était un grand souffle qui passait. Alors, autour de Damia, il y avait toute une littérature. Damia était belle, merveilleusement belle, avec son regard d'algue, avec ses bras dignes de l'antique, capable de tenter la statuaire de tous les temps. Cette bouche qu'on aurait dit tracée avec un sabre dans des lèvres trop larges, cette denture éclatante, cette voix rauque, cette voix traînante, cette voix qui allait vous accrocher. J'ai soif de caresses, et moi qui au cœur blasé, j'ai connu sous ses baisers une tendresse. Il avait un regard très doux, il venait de je ne sais où. C'est quelle époque ça, Damia, cette chanson? Oh, écoutez, cette époque-là, ça doit être après 30. Entre 30, oui, après 30, je l'ai chanté ça, je crois. Mais vous, avec vos chansons, il se passe quelque chose d'étrange. C'est qu'on vient les écouter avec vous pour évoquer des souvenirs. Et puis tout d'un coup, on découvre que ces chansons, elles n'ont pas vieilli, elles sont d'aujourd'hui. Mais elles ne peuvent pas vieillir. Ce sont des tranches de vie. Qui sont c'est journaliers, ça, tous ces événements que je chante. Ce sont des faits divers qui existent toujours. Alors ça ne se démode pas, comme elles sont bien faites, ces chansons, elles restent. Puis alors je les jouais surtout. Alors elles restaient à moi parce que j'avais une façon de les interpréter, elles étaient vivantes. Et nous voici revenus devant cette affiche de Paul Colin, cette affiche dont nous parlait Pierre Yegel, au moment que dans la rue de la Gaîté résonnait cette chanson-là. Les marins qui meurent en mer et que l'on jette au gouffre amer comme une pierre, avec les chrétiens refroidis, ne s'en vont pas au paradis trouver Saint-Pierre. Il roule d'écueil en écueil dans l'épouvantable cercueil du sac de toile, mais fidèle après le trépas, le rame ne s'envole pas dans une étoile. C'était le grand succès, ça, hein? Ah, écoutez, je l'ai chanté, je crois, à peu près toute ma carrière, parce que j'ai dû chanter pour la première fois les goélands chez Mayol en 1911 ou 12. Je l'ai laissé un petit peu, puis le jour où je l'ai reprise, c'est pas difficile. À la troisième chanson que je chantais, on me criait dans la salle les goélands, les goélands. Alors, je la mettais en général toujours à la fin de mon programme, parce que les gens ne me laissaient pas partir s'ils ne chantaient pas les goélands. C'est une chanson qui a accroché, pourtant c'est pas une chanson de la rue, c'est une... C'est pas un air populaire, c'est une complainte. Le reste au Japon, elle a porté énormément aussi. Ils l'ont réclamé aussi. Beaucoup, ils l'ont eu. J'ai reçu des lettres charmantes du Japon à cause de ça. Ils cherchent le port du défunt, loin du rivage, et c'est pourquoi, sous le ciel noir, l'oiseau jette avec désespoir son cri sauvage. Ne tuez pas le goéland qui plane sur le flot hurlant, ou qu'il effleure, car c'est l'âme d'un matelot qui plane au-dessus d'un tombeau et pleure. À la même époque ou presque, au Casino de Paris, il y avait, mais
Écoutons plutôt Pierre Yegel. Empanachée de plumes, parmi les sourires des danseuses, la mise descendait des escaliers monumentaux. Et les gambettes gainées de noir, mises sourire en bataille, campaient à la fois la parigotte et toutes les femmes du monde. Sa gloire était faite de panache et de gentillesse. Son regard clair avait quelque chose de bouleversant. Personne n'a jamais connu de tel triomphe. Paris est soir avec ses bobards, on dit que j'ai de grandes quenottes, que je n'ai que 3 notes. C'est vrai, on dit que j'aime jouer les arpettes, les marchandes de violettes. C'est vrai, mais ne voulant pas chipper aux grandes coquettes, leurs dames aux camélias, moi je m'en mets bégonia. On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas distinguette si j'étais pas comme ça. Maurice Chevalier. C'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais douce, en douce, choque-pousse les hommes. Je le crois, mon du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Quand on danse la ramba, c'est palpitant. On s'étreint, on se frôle, c'est excitant. On croit sentir à fleur de peau l'ivresse d'un frisson nouveau. Quand un tornade contre l'autre serré, on ne voudrait jamais se séparer. On a les sens tous les emparés. Et le cœur chaviré, je ne peux pas la retirer. S'enlacer, se frôler, s'aimer toujours, la ramba c'est la vraie danse de l'amour. C'est l'époque également où le casino de Paris devient une valeur sûre et où Cécile Sorel, inlassablement, commence à descendre des escaliers monumentaux. Puis, il y avait Marie Dubas. Une Marie Dubas qui nous dit ici ce qu'elle pense de la chanson. Nous sommes en 1932. J'aime la chanson à cause de son caractère aérien et léger. Avec la prose, ce n'est jamais comme si l'on chantait. Marie Dubas était aussi la chanteuse du tango stupéfiant que nous allons demander à Hélène Delaveau de reprendre pour nous. Après 3 semaines entières de bonheur que rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fière, un triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine, de fumer de la coco. J'aime la chanson parce qu'elle a des ailes et qu'elle s'envole avec un petit air de rien. Les cheveux hagards, l'œil hérissé, je
C'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de m'alléger la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon de Belloc qui m'a fait la langue toute noire. Que faire alors, j'ai pauvre Locke, essayer d'un autre exutoire. Car le pire c'est que j'ai pris le pli, et c'est tant pis quand le pli est pris. Je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aime. Je prends la seringue et j'en bois même. Alors il me pousse des ailes. Je me pique à l'eau de Javel. Plus doux qu'un boulot perdu sous les branches et tous les dimanches plein de populos. La fervente et brune, que de gens heureux, chacun sa chacune, l'une et la font deux amoureux, épris du culte d'eux-mêmes, assurent que l'on s'aime et que l'on est gris. On n'imagine pas ce qu'était la chanson. On n'imagine pas non plus que le public du music-hall populaire, ce public de Montparnasse, composé à la fois d'esthètes, mais pour une petite part, autrement de marlous, d'individus équivoques des trois sexes, si j'ose dire, et d'une large part de petites gens, était à la fois difficile et facile à satisfaire, car rien n'est plus compliqué que de plaire à un public du samedi soir dans une salle de la rive gauche. Une femme comme Fréhel y réussissait. Pour une raison très simple, c'est que Fréhel fut certainement la seule artiste de son temps, et de tous les temps, à pratiquer la douce écossaise. Fréhel chantait une chanson dramatique, et puis une chanson comique. Elle se tapait sur les cuisses, elle faisait rire, et tout à coup, pof, elle disait comme un moineau. Comme un moineau. C'est dans une gouttière à Matou, dans une mansarde n'importe où, à Montparnasse, que je suis né un jour sous les toits et que j'ai pour la première fois ouvert les chasses. Mes pères et mères des chars comme tout qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace. À l'heure des repas de notre garneau, me laissait toujours sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. À l'âge où tous les autres marmots à l'école vont se bourrer le cerveau de bonne grammaire, avec un tas de mauvais loupiaux dans les coins, on allait jouer au père et la mère. Sûrement que ces petits jeux innocents ne développent pas précisément les belles manières. À 15 ans de droite sur mes ergots, j'allumais tous les gigolos, l'œil effronté comme les moineaux. On n'imagine pas ce qu'était même une femme comme Yvonne Georges, qui eut le courage, sur ce plateau de Bobino, de venir dans un costume quasi masculin et de subir les outrages de la foule. Prisonnier à l'air dedans, la Loire a sauté, dans la Loire a sauté. Vive les filles de l'eau, et tous les prisonniers. Autre témoin sur Yvonne Georges, le dessinateur humoristique Maurice Henry. Yvonne Georges était une chanteuse qui a laissé un nom très important dans l'histoire du music-hall, qui est une chanteuse dite réaliste, qui rivalisait avec Damia, notamment, et qui passait de temps à autre à Bobino. C'est encore Montparnasse. Et c'est pourquoi nous en parlons. Yvonne Georges était une merveilleuse chanteuse qui avait une présence poétique extraordinaire. Et Robert Desnos était très amoureux d'Yvonne Georges. Il a publié d'ailleurs un certain nombre de poésies qui s'appellent À la mystérieuse.
qui était dédié à Ivan Georges. Ivan Georges le visitait en pensée pendant la nuit, le réveillait, c'était vraiment son fantôme familier, S'amuse et son fantôme déchirant. D'Ivan Georges, nous avons retrouvé un enregistrement. Là encore, nous demanderons à Hélène Delaveau de reprendre la chanson qu'il avait rendue célèbre. Sans te retourner, sans te souvenir, ni mes baisers, ni mes étreintes, dans ton cœur m'ont laissé d'empreinte. Je n'ai pas su t'aimer, pas su te retenir, sans un mot d'adieu, laisse-moi souffrir. Le vent qui t'apporte à ton port et du séjour nourri qu'apporte. Sans te retourner, sans te souvenir. Ne t'excuse pas, tu n'es pas coupable, n'aie pas de pitié, n'aie pas de regret. Pour moi seulement, je suis pitoyable et mon désespoir reste mon secret. Tu peux sans remords briser notre chair, nous ne sommes plus que deux étrangers. Poursuis ton chemin sans craindre ta haine, car d'autres sauront bien mieux me venger. Puisqu'à ton tour, on te trahira, et comme moi, tu souffriras. Pas sans te retourner, pas sans te souvenir, ni mes baisers, ni mes étreintes, dans ton cœur m'ont laissé d'empreinte. Je n'ai pas su t'aimer, pas su te retenir, pas sans un mot d'adieu, pas laisse-moi souffrir. Le vent qui t'apporta ton port et du séjour nourri qu'apporte, sans te retourner, sans te souvenir. Et de temps à autre, arrivait Kiki. Kiki, c'est une légende. Kiki, c'est la femme des peintres. Ce visage de chat, comparable à celui de Polaire ou à celui de Colette. Cette femme aux trop grands yeux, ce modèle universellement connu dans des photographies de Man Ray. Kiki, c'est une des grandes figures de la chanson de Montparnasse. Et je crois même que c'est le seul personnage de la chanson dont Piaf, en 1930, eut peur. Elle disait heureusement qu'elle ne chante qu'au jockey, avec la générosité de Piaf. Mais dans notre métier, on est impitoyable. On peut entendre? On peut entendre. Et je demande pardon pour cet enregistrement. C'est une vieille chanson bretonne, Le Marin de Groix. Et c'est son ami André, l'accordéoniste, qui l'accompagne, avec ce qu'il peut avoir de maladroit et de touchant. Nous étions deux, nous étions trois, nous étions trois marins de Groix. Il vente, c'est le vent de la mer qui nous tourmente. Nous étions trois marins de Groix, embarqués sur le Saint-François. Il vente, c'est le vent de la mer qui nous tourmente. Et vous savez, encore une belle voix, c'était celle de Kiki. Malheureusement, j'avais des disques et puis toute la littérature qu'on a écrite sur Kiki, mais dans le monde entier, j'en avais des paquets. J'ai eu le malheur un jour de donner ça à Kiki, comme pour... elle avait besoin de documents. Et puis alors, tout le monde l'a pris, n'est-ce pas? Je l'ai pu le retrouver. Je crois que Yuki Desnos a encore quelques disques. On parle toujours de Kiki de Montparnasse. Elle n'a jamais eu d'argent, Kiki. Elle était comme ça, Kiki. Eh bien, si elle disait, j'ai pas pu payer mon terme, tout le monde lui payait son terme. C'est la moindre des choses. Donc une grande camaraderie. Oui. Man Ray, nous nous retrouvons une fois encore, et cette fois pour parler de Montparnasse, pour vous ramener vers les années 20. Vous ne parliez pas encore très bien français à ce moment-là? Pas du tout. Et ça ne vous gênait pas? Si. On raconte qu'un des premiers mots que vous avez prononcés, c'était « ça me trouble ». Et je crois que ça se rapportait à quelqu'un qui représentait la France pour vous à ce moment-là. Ah, vous voulez dire Kiki de Montparnasse?
tenait pas du tout d'avoir sa figure, ses nus même, représentée en photo. Elle se méfiait de votre précision, Oui. de votre œil très précis. Alors je lui dis, mais moi j'ai fait la photo, je suis peintre aussi, j'ai fait la photo comme un peintre, n'est-ce pas? Et finalement, elle a accepté de poser pour moi. Et quel souvenir gardez-vous d'elle, vous, Léopold Lévy? De Kikine, d'une adorable petite fille venue de sa petite province avec une ingénuité étonnante et qui, je crois, a traîné tout au long de sa vie cette ingénuité, je crois. Oui. Elle a fait beaucoup rêver. Oui, oui, elle était belle. Elle était belle. Elle chantait d'une façon délicieuse des vieilles chansons françaises. Elle était un nez pointu et elle peignait ses sourcils de la couleur de ses robes. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de sourcils, ils étaient rasés, et quand elle avait une robe violette, elle se faisait des sourcils violets, quand elle avait une robe verte, elle se faisait des sourcils verts. Ça passait du vert au jaune, au bleu, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel étaient sur ses paupières. Puis, cet autre visage, Marianne Oswald, la sœur des poètes, celle qui lançait à la foule le texte de ses amis comme on offre le meilleur de soi, celle qui affrontait l'indifférence pour la forcer et pour ouvrir les cœurs. Hier comme aujourd'hui. L'opéra de Katsu, La fiancée du pirate. Oui, c'est moi qui lave les verres et les plats, on m'appelle une Marie couche-toi là. Quand on me donne un penny, faut encore que je dise merci. Me v'là en habit locteux au fond de cet hôtel miteux. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Mais un soir, un beau soir, grand branle-bas, les gens courent sur la rive, disant, voyons qui arrive. Et moi, je sourirai pour la première fois. On dira, voilà que tu souris. Toi, un navire de haut bord, sans canon ou sabord, entrera dans le port. Moi toujours je laverai les verres et les plats, je serai toujours une Marie couche-toi là. Quand on me donnera le penny, toujours moi je dirai merci. Je garderai mes habits locteux au fond de cet hôtel miteux. Et demain comme aujourd'hui, vous ne saurez toujours pas qui je suis. Mais un soir, ce beau soir pour qui je vis, voilà que les 100 canons s'éveilleront et tonneront. Pour la première fois, j'éclaterai de rire. Quoi, méchante, t'as le cœur à rire. Le navire de haut bord, sans canon ou sabord, bombardera le port. Alors viendront à terre les matelots, plus de 100, ils marqueront d'une croix de sang. Chaque maison, chaque porte et ceux devant moi qu'on apporte, enchaînés, implorant, mutilés et saigneux. Vos pareils, tous vos pareils, beaux messieurs, vos pareils, tous vos pareils, beaux messieurs. Alors, paraîtra celui que j'attends. Il me dira, qui veux-tu de tous ces gens que je tue? Et moi, je répondrai doucement, tue-les tous. À chaque tête qui tombera, je dirai, hop là. Il
des navires de haut bord, loin de la ville où tout sera mort, m'emportera vers la vie. Peu à peu, dans ce Bobino maintenant désert, silencieux et comme abandonné, il nous apparaissait que c'était là aussi un haut lieu, et que la chanson, les mots et les musiques tissaient entre eux d'étranges liens avec les figures, les toiles et les poèmes. Tout se rejoignait sur cette terre de Montparnasse, tout se remettait à vivre, et chacun à sa place semble travailler à la même tâche, défendre l'homme contre ses peines, contre ses rêves, contre ses peurs, contre lui-même, l'émouvoir certes, mais aussi le calmer, le détendre, le faire rire. N'est-ce pas, Henri Salvador? Pour moi, Montparnasse, c'est le point chaud de Paris. C'est l'endroit où c'est sérieux. Les artistes sont véridiques. Ils ont quelque chose à dire. Et j'ai passé toute mon enfance à Montparnasse. J'ai côtoyé de grands peintres que je ne savais même pas qui c'était, mais enfin, c'était des types drôlement sympas. Il y en avait qui m'appelaient Riri, d'autres qui m'appelaient Riton, d'autres qui m'appelaient Salva. C'était très sympathique. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fusiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.